Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Vincent Hervouet, Éric Revel, Gilles William Goldnadel pour évoquer l'actualité et notamment le retour de la bête immonde, l'extrême droite qui est de retour, ainsi il l'a qualifié quasiment Emmanuel Macron. Mais d'abord, que serait cette actualité sans de temps en temps quelques bulles de Madame Hidalgo qui a parlé de Paris aujourd'hui et qui a dit quelques mots sur la circulation. Vous n'avez peur qu'on fasse ce procès de dire vous avez foutu le bordel dans Paris, que personne ne peut rouler? Bon, on roule beaucoup mieux qu'avant, mais vous êtes trop jeune pour le savoir. Ah, peut-être. Bah, peut-être. Si. Enfin, franchement, moi, vous savez, hein, d'ailleurs, c'est ce que disent les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, ils étaient, au début, ils n'étaient pas contents quand j'ai engagé tout mon travail. Et puis après, vous savez, quand j'ai été réélue en 2020, ils m'ont fait une aide d'honneur. J'ai été avec plein de fleurs et ils sont venus me voir en me disant merci. On roule beaucoup mieux qu'à Paris, je jure. On aura tout entendu, hein, comme dit. C'est-à-dire que t'as la moitié des rues qui ont été changées, la moitié des voies qui ont été fermées, mais on roulerait mieux. Alors, on peut assumer la politique de circulation qu'elle a faite, pourquoi pas, mais dire qu'on roule mieux qu'avant, c'est pour ça que c'est... En fait, ces hommes ou ces femmes politiques sont juste insupportables, parce que le réel n'existe pas. Si Madame Hidalgo trouve qu'on roule mieux à Paris, alors que tout est embouteillé du matin au soir et du soir au matin. Non, mais juste sur les taxis, moi, je peux vous dire que je fais une étude tout à fait sérieuse auprès des taxis que j'emprunte, notamment pour venir ici. Eh bien, je n'ai jamais rencontré un, si vous voulez, quand on lâche le nom de Madame Hidalgo, je n'en ai jamais rencontré un qui avait une réaction amen. Hein. Donc, je ne sais pas lesquels lui ont fait une aide d'honneur, mais... Elle fait 2%, on roule mieux à vélo. On roule bien à vélo. Vous avez raison. Alors que dans un sondage, elle est tombée en dessous de 2%. Je crois qu'elle est à 1,5 dans un rolling. Moi, j'ai vu une personne, la semaine dernière, j'ai vu une personne qui votait Hidalgo. Non. C'est vrai? C'est sa mère? Non. Qui roule la trottinette, je le dis. Oui, non, mais c'est possible d'ailleurs. Beaucoup de... Deuxième passage de Madame Hidalgo, ce qu'elle a dit également qui peut nous intéresser sur les Français, beaucoup de Français. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas encore s'ils vont aller voter, pour qui ils vont aller voter, et même qui envisagent, s'ils ont déjà une idée, de pouvoir changer de vote. Donc voilà. Et c'est une grande majorité de nos concitoyens. Et moi, je m'adresse à eux. Je leur dis qu'ils ont devant eux une femme qui représente la gauche républicaine, laïque, européenne, cette gauche des solutions, cette gauche qui se coltine les responsabilités, qui essaye de faire bouger la vie des gens et d'apporter des solutions à qui, notamment aux classes moyennes et aux catégories populaires. Les électeurs trancheront selon la formule. Je voulais vous parler effectivement de ce qui s'est passé aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui est en campagne et qui manifestement a décidé d'être un peu plus vif dans cette campagne. Mais oui, en tout cas plus offensif, disons. Tout d'abord, ce qu'a dit Édouard Philippe ce matin dans Le Parisien, c'est toujours intéressant de dire ce que dit Édouard Philippe. Oui, bien sûr, Marine Le Pen peut gagner. Depuis 2017, elle a fait mine de revenir sur beaucoup de choses qui crispaient une partie de l'électorat qui ne l'avait pas encore rejointe. C'est vrai que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Marine Le Pen peut-elle gagner? Et écoutez, Emmanuel Macron, c'est la deuxième fois qu'il utilise le mot clan. Le mot clan est un mot mitterrandien qui avait été utilisé en 1988 par François Mitterrand au moment de sa réélection. Il avait dit « je ne laisserai pas la France à un clan ». Il avait été très rude sur Jacques Chirac, l'État RPR, etc. Le mot « clan », donc il le récupère. C'est vrai qu'il n'y avait pas de clan mitterrandien. C'est donc là, il pointe l'extrême droite. Bon, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Ce qu'il pense être l'extrême droite. Le président de la République. Mais je ne fais pas de politique fiction, je dis simplement que, collectivement, j'ai moins entendu dire qu'elle était d'extrême droite. Et moi, je le redis, je pense qu'il faut continuer à dire quelle est la vérité des projets. En les respectant, moi je respecte toutes les Françaises, tous les Français, quoi qu'ils croient. Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer, avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps, qui sont portées par un clan et un nouveau venu. Je les combats avec force, mais je ne les banalise pas. Les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front républicain, etc. Les forces politiques républicaines disaient jamais. Il n'y a plus cette réaction, il n'y a plus là. Les gens ont détourné le regard, disent c'est plus sympathique, l'ont banalisé, et il ne faut pas s'étonner. Et donc là, il s'adresse aux médias qu'il a méprisés. Il refuse de débattre, le président de la République.
il ne vient pas sur un plateau de télévision, il méprise les journalistes, il veut jamais parler. Et là, en fin de mandat, il se rend compte que ça commence à être difficile et il dit les médias, c'est à vous de travailler. Alors, il y a deux sujets. Il y a peut-être aussi une volonté de diversion par rapport à l'affaire McKinsey qui monte, premièrement. Deuxièmement, et surtout, on est dans un système monothéiste et monosataniste. Le diable, c'était Monsieur Zemmour. Comme il est possible que Mme Le Pen se retrouve au second tour, alors il y a forcément le retour de la diablesse. Il y a un article dans Le Monde, d'ailleurs, avec un beau synchronisme avec justement la sortie de M. Macron, qui explique que finalement, derrière justement le nouveau visage de Mme Le Pen, c'est toujours l'extrême droite. Donc, il est certain que le 11 avril à 9h, vous aurez, si c'est Marine Le Pen qui est au deuxième tour, le retour du diable. C'est tout. Un diable à deux têtes. Et vous pensez que c'est efficace? Vous pensez qu'il y a un Français qui croit cela aujourd'hui? Non mais attendez. Des journalistes, oui. Il y a une marge. Ah oui, non. Arrêtez. Vous avez une marge de gens qui restent sensibles, malgré tout, à ce genre de surmoi. La presse, une bonne partie de la presse qui a un tropisme plutôt de gauche. Je vous signale qu'il n'y a pas de diable. La presse, personne ne la lit. Je vous signale qu'il n'y a pas de diable d'extrême gauche. Non mais attendez, il n'y a pas de diable d'extrême gauche. Entre Staline et Hitler, c'est forcément Hitler. Les journaux dont vous parlez sont lus par 50 000 personnes. Non, écoutez, Monsieur Trump a été quand même battu grâce notamment aux médias mainstream. Arrêtez de penser qu'ils ont perdu tout à fait la partie. Beaucoup de gens écoutent France Inter quand même. Mais beaucoup de gens écoutent. Pardonnez-moi, ce qui manque pas de sel quand même, c'est que d'abord on voit que le nouveau monde qu'incarne Emmanuel Macron, il reprend les recettes classiques de l'ancien monde en matière de politique, c'est-à-dire on stigmatise des gens, mais surtout, ça fait des mois, des années que Emmanuel Macron ne rêve que d'un face-à-face avec Marine Le Pen, comme tout le monde le sait. Il aurait préféré, je pense, Éric Zemmour. Il aurait peut-être préféré Éric Zemmour, on verra ce que nous réserve au second tour, mais surtout, il ne rêve que ce face-à-face. Et quand vous regardez certaines décisions qui ont été prises, ou certains événements, je pense à l'Arc de Triomphe, par exemple, qui a été un symbole très fort. Bon, peut-être qu'on aurait pu éviter que certains casseurs viennent au contact de l'Arc de Triomphe, mais ça, pour moi, ça fait partie des événements qui contribuent au fil des mois à faire monter la droite nationale. Donc, en réalité, ce second tour, toute la Macronie le souhaite parce que Emmanuel Macron est persuadé qu'il va plier à plat de couture. Mais alors, les sondages sont un peu long aujourd'hui. C'est un peu long. Mais en réalité, ce combat, il est installé depuis des mois par l'entourage. Je suis d'accord, mais c'est un peu long. Mais s'il pense qu'il suffit de dire que Marine Le Pen est d'extrême droite pour qu'il gagne la partie, je ne pense pas que ce soit la même stratégie. Non, mais surtout, la bonne stratégie. Surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il ne se donne jamais la peine de dire, et d'ailleurs, aucun journaliste ne lui dit, mais en quoi sont-ils d'extrême droite? Moi, c'est ça que je veux qu'on me dise. C'est quoi pour vous l'extrême droite? Est-ce qu'ils ont... ils veulent Marine Le Pen a répondu. Quelle veulent... fébrilité, incapable de défendre son bilan désastreux. Emmanuel Macron n'a aucune mesure à proposer aux Français autre que la retraite à 65 ans. Il fuit le débat et tient des propos sans queue ni tête, faute d'arguments sur mon projet d'unité et d'intérêt national. On verra encore si les Français et comment les Français jugent ces propos-là. Il y a un sondage aujourd'hui, on en a parlé ce matin, c'est la première fois qu'un sondage donne un écart aussi faible entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au deuxième tour. C'est un sondage ELAB. Et comme tout est possible, voilà le sondage ELAB. Et je voulais vous faire réécouter, parce que tout est toujours possible. On n'imagine jamais que ce qui n'est pas arrivé puisse arriver. Et nous avons trouvé, on l'a écouté ce matin, Lionel Jospin, le 17 avril 2002. Il est interrogé par un journaliste qui s'appelle John-Paul Lepers. 17 avril 2002. Et question de John-Paul Lepers, vous ne serez peut-être pas au deuxième tour. Écoutez cette séquence. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison, quand même. Donc vous voyez, c'est une excellente séquence. Oui, quoi, c'est vous vous triste souvenez du d'ailleurs. sondage de cette époque?
Jacques Oui. Chirac, 24, Lionel Jospin, 22, Chevènement, 14, Jean-Marie Le Pen, 8. Oui, c'est la seule fois les sondages Oui, oui. Ah, visiblement oui, n'ont pas donné les Il y avait deux. entre parenthèses un -1 qui signifiait que Jean-Marie Le Pen n'avait pas de dynamique à cette époque. Et on sait ce qui est arrivé ensuite. Il est 20h15, Jeanne Cancard. Aux États-Unis, face à la flambée des prix de l'essence, Joe Biden promet de soulager les ménages américains. Dans le même temps, le président a ordonné de puiser dans les réserves de pétrole du pays à coût d'1 million de barils par jour. Une initiative inédite sans précédent dans l'histoire américaine. La Russie sanctionne les dirigeants de l'Union européenne. Moscou compte interdire l'entrée sur le territoire russe, ainsi qu'à la plupart des eurodéputés. Cette mesure s'applique aussi à des personnalités publiques et des journalistes qui ont soutenu les sanctions qualifiées par le pays d'illégales contre la Russie. La France et l'Allemagne se préparent à un arrêt potentiel des livraisons de gaz russe. La semaine dernière, Vladimir Poutine a prévenu dès demain le paiement du gaz devra se faire en roubles pour tous les pays qualifiés d'inamicaux par la Russie. Une demande à laquelle les Européens refusent de se plier. On rappelle les élections de Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac, on était à 82-17, hein. C'était il y a 20 ans. La dernière fois, c'est 66-33. 66-33. Et cette fois-ci, donc, ça se resserre. Et c'est extraordinaire parce que ce président de la République, qui est entré dans l'histoire, parce qu'il était le plus jeune président de la République, élu la première fois, il pourrait entrer dans l'histoire, définitivement pour le coup, en étant le président qui a installé Marine Le Pen au pouvoir. C'est ce qui restera peut-être d'Emmanuel Macron. Les jeux ne sont pas faits, loin de là. Mais vous imaginez la séquence que nous sommes en train de vivre. Mais est-ce qu'ils sont vraiment inquiets ou est-ce qu'ils feignent l'inquiétude? réalités... Est-ce qu'ils commencent vraiment? Ah non, je pense parce pas que c'est le grand... Pas qu'ils le prennent à la rigolade. Hein. Parce que là, c'est de nouveau le Front républicain. On a vraiment l'impression... Mais en même temps, il y a une forme de déni extraordinaire parce qu'il était en Charente quand il fait ses déclarations, en Charente-Maritime. Le département est bouleversé par l'histoire de cet agriculteur qui a tué, donc, non pas des rôdeurs, mais quatre cambrioleurs qui étaient rentrés chez lui. En pleine nuit, entre 22 et 23 heures, alors qu'il est seul avec sa fille. Il sort son fusil de chasse et il blesse à mort l'un des cambrioleurs. Et donc, bon, il est mis en examen, il a l'intention de retourner chez lui. Et la seule phrase que sort le président sur cette affaire-là, c'est pas pour avoir un peu de compassion pour les gens pour les agriculteurs notamment. Il y en a un qui se pend par jour ouvrable en France. Ils sont pillés dans leurs champs, leurs engins, l'essence. On rentre dans le ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, on ne le relève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a des vols de moutons. Pardon. Oui, les Français. Au lieu de parler de ça, en fait... Il y a des vols partout de moutons. Bon, bref. Il y a vraiment une espèce de solitude absolue du paysan. Il est dans le département, il est à côté. Et le seul mot qu'il ait, c'est pour expliquer qu'on n'est pas au Far West. Et donc, c'est un état de droit. Et donc, mais non, on n'est pas au Far West. C'est bien pire qu'au Far West. On est dans la jungle, les types sont abandonnés à eux-mêmes. Je veux dire, que quelqu'un rentre chez vous la nuit, à 4 Balkaniques qui rentrent dans la maison et que le gars qui fasse usage de son arme, les accueille avec chevrotine. On retourne à la période des chauffeurs. Oui, exactement. Donc il y a, je veux dire, le fait qu'il chauffait les pieds, qu'il n'ait que déclaration à faire, que d'une espèce de point de droit, dit à quel point il est déconnecté, je pense, de la réalité. Pascal, vous aimez bien les symboles, vous. Vous aimez bien les symboles. Foura, bon, moi je suis pas nantais, je suis charentais, donc Foura, je connais bien. La pointe de Foura, vous savez comment elle s'appelle? Parce qu'on parlait peut-être de feu. Non, ça s'appelle la pointe de la fumée. Ça s'appelle la pointe de la fumée. Et je trouve Vous voulez dire qu'il y a un non-fumage? Non, je veux dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc, et qu'aller à la pointe de la fumée quand on a Emmanuel Macron avec des sondages qui sont en baisse, je trouve le symbole marrant. C'est un peu tiré par les cheveux, votre symbole. Alors, écoutons sur le match. Faites attention à ce point de détail. Non, mais écoutons, c'est amusant d'ailleurs, parce que depuis 2-3 jours, ça infuse, voilà. Il y a l'affaire McKinsey, bien sûr, dont on parlera. Plus généralement, d'ailleurs, l'affaire des cabinets de conseil. Mais on voit bien que il est en difficulté, notamment dans un deuxième tour. Écoutons ce que dit Gabriel Attal sur le match possible Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Il y a des sondages qui sont régulièrement publiés qui montrent qu'il y a match dans cette élection.
Et une élection, vous savez, elle tombe jamais du ciel. Il faut aller la chercher, il faut aller convaincre les Français. Et donc on va continuer avant le premier tour, puis avant le deuxième tour, je l'espère, que le président de la République sera qualifié, à convaincre les Français qu'il a le meilleur projet. Marine Le Pen, elle propose un projet qui consiste à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre et à faire à chacun la promesse qu'il a envie d'entendre. Elle baisse les taxes, par exemple, de l'essence. Elle explique aux gens qu'elle va baisser, voire supprimer toutes les taxes, baisser, voire supprimer les impôts, impôts sur le revenu qu'elle va le supprimer jusqu'à 30 ans. Alors, celui qui dit à chacun ce qu'il veut, elle a envie d'entendre, c'est plutôt Emmanuel Macron. Évidemment, oui, ça s'appelle. Il a même théorisé. Ça s'appelle le en même temps. Le en même temps. Oui. Alors, écoutez également Madame Artaud sur la dynamique de l'extrême droite. Ce qui m'inquiète, c'est en effet la poussée des idées d'extrême droite, ce nationalisme, ce racisme quasiment décomplexé là, qui s'est exprimé dans cette campagne, parce que ça, c'est du poison. C'est du poison pour le monde du travail. Parce que le monde du travail, précisément, il est composé de femmes et d'hommes de toutes les origines. Mais ceux qui, effectivement, votent pour Marine Le Pen, eh bien, ils se trompent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se trompent. Parce que Marine Le Pen, elle n'est pas du côté des classes populaires et du monde du travail. Encore une fois, vous savez, quand on est anti-immigré, on est anti-ouvrier. Parce que voilà, le monde du travail, il est composé beaucoup de travailleuses et de travailleurs immigrés. Et heureusement qu'ils sont là pour faire tourner les hôpitaux, les chantiers, etc. Bon, nous sommes dans un temps de parole en ce moment et qui permet l'égalité des candidats. C'est pourquoi on entend Nathalie, qui impose même Nathalie Artaud. Et je voulais terminer cette séquence par Adrien Quatennens, parce que c'est le plus intéressant, puisque Adrien Quatennens explique au fond les conditions pour lesquelles Marine Le Pen pourrait être élue. Parce que les gens de la France insoumise n'iront pas voter pour Emmanuel Macron dans un duel Macron-Le Pen. De toute manière, le vote Le Pen, le vote d'extrême droite, n'est pas une option pour nous. Il n'est pas une option. Et pourquoi il ne le dit pas aussi clairement que ça? Ah mais ça, on l'a toujours dit clairement. Et en 2017, il l'a dit clairement. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Ça a été dit en 2017. En revanche, en effet, le réflexe qui consiste à dire à tout prix voter pour M. Macron pour faire barrage, je crois franchement pour vous dire que ça aurait même un effet contre-productif. Par contre, ce que je dis à celles et ceux qui nous écoutent à cette heure, c'est que si vous en avez plein le dos, qu'à chaque élection, on vous refasse le coup du barrage au second tour, ce rayon paralysant qui fait que vous allez courir nécessairement dans les jupes du candidat d'en face, quoi qu'il propose, et même si c'est un programme de brutalité sociale, comme celui qu'a proposé Emmanuel Macron, qui veut casser l'école et tout le reste, eh bien, vous pouvez vous offrir cette fois le luxe de chasser dans les urnes l'extrême droite dès le premier tour. Oui, mais ce qu'il veut dire en même temps, pas une voix au Rassemblement national, certes, mais pas une voix non plus pour Emmanuel Macron au deuxième tour, c'est-à-dire qu'abstention. Donc, à l'arrivée... Mais vous savez, sauf que dans les sondages... Pardon. Voilà. Merci. Non, juste, vous savez, d'abord, dans les sondages, on voit que 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parfois plus, peuvent voter Rassemblement national. Et il y a une autre chose, il faut 50%. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est sur les thématiques. Moi, j'avais été très frappée quand il y a eu la tribune des généraux. Vous savez, on avait interrogé les gens pour savoir ce qu'ils pensaient. Je ne sais plus quel était le terme. C'était pas en sauvagement, mais il y avait, ce qui était incroyable, c'est qu'à gauche, si vous voulez, sur ces thématiques-là, y compris sur le grand remplacement, c'est plus 0%. C'est pas d'un côté le camp du bien. Et juste un autre mot, j'en ai ras-le-bol de leur dire, d'entendre ces gens qui vont se prosterner devant les Corses, qui laissent le communautarisme se déployer partout, prétendent qu'ils vont sauver la République. En plus, ils invoquent la République tout le temps, c'est insupportable. Bon. Oui, non, moi je voulais souligner le même point qu'Elisabeth, pardon, c'est que c'est un député intelligent, vif, hein, moi je le trouve très intelligent, les députés. Mais ce qu'il oublie dans toutes les enquêtes, alors le 50%, dans l'enquête IFOP, c'est que sur le les report 13 000 personnes de l'électorat LFI, pour Marine Le Pen, il est de plus en plus massif. Si vous ajoutez à ça que 30% de l'électorat de Valérie Pécresse voterait Marine Le Pen au second tour, plus le réservoir de voix constitué par Zemmour, s'il n'était pas au second tour, il y a de quoi effectivement voir que les deux masses d'attention de vote Macron-Le Pen se rapprochent. Ça, c'est une évidence. On énerve Gilles William. Non. On parle trop, peut-être. C'est-à-dire que vous marmonnez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Vous êtes prête à intervenir? Est-ce que vous sentez l'agressivité? Non. Là, t'exagères un peu. Voilà. Pascal sourit. T'es une victime. Marmonné. Non, les gens sont sourit. Les gens sont très mécontents de la manière dont ils me parlent. En tout cas, vous êtes très élégant. Merci beaucoup. Mais si je pouvais parler au-delà de mon élégance, ça me ferait plaisir. Sois belle et tais-toi. Oh, pardon. Oui. En vérité, et il a raison. Bon, c'est le discours d'extrême gauche habituel, mais le front républicain ne marche plus comme avant. Et je pense qu'aujourd'hui,
l'antipathie qu'inspire à ces gens-là M. Macron est sans doute supérieure à l'antipathie qu'inspire Mme Le Pen. Et enfin, je n'exclus pas en plus que pour le même prix, il joue le 3e tour dans la rue. Donc si jamais Mme Le Pen, alors à ce moment-là qui reviendrait à nouveau le diable, était élue. Donc quand vous ajoutez toutes ces circonstances, je comprends qu'il peut envie. La question que vous posez est intéressante. Est-ce que le rejet d'Emmanuel Macron aujourd'hui est plus fort que celui de Marine Le Pen? Dans ces milieux-là, oui. Est-ce que le rejet, et c'est celui qui est le moins rejeté à la fin qui gagne peut-être? Et quand il parle du programme économique antisocial d'Emmanuel Macron, il ne parle pas du programme plutôt économique social de Marine Le Pen, puisque le programme économique du Rassemblement national, du Front National, c'est plus celui du Rassemblement national. La pause, on parlera évidemment de l'Ukraine, puisque notre ami Vincent Hervouet est là. Il y a quand même des choses qui sont importantes. Et Vincent est venu avec le fameux livre. Le grand livre. Est-ce qu'on vous parle du livre désormais dans la rue? Le grand livre. J'ai tout noté. Ah, c'est le grand livre. Bah oui. Il accompagne à chacune. On a le droit d'amener un livre. Il l'accompagne à chacune de ses sorties. Et il note. Alors, vous pensez qu'il y a effectivement des réflexions géopolitiques et vous ouvrez, vous c'est marqué. Moi, j'ai vu des choses plutôt salaces. Oui, bien sûr. Des 4-1. Je vous en prie. La pause, à tout de suite. Je vous dis. 20h30, on parle de politique, bien sûr, et on va en parler jusqu'au 10 avril et même jusqu'au 24 avril et peut-être même après. Mais pour le moment, c'est Jean Cancard. Dans l'usine Buitoni de Caudry, dans le Nord, les tests à la bactérie E. coli se sont révélés négatifs. C'est ce qu'indique le groupe Nestlé qui produit les pizzas de la marque dont certaines ont été contaminées. Des pizzas accusées par les autorités sanitaires d'être à l'origine de l'intoxication de dizaines d'enfants et de la mort de 2 d'entre eux. Les sénateurs appellent à un électrochoc dans la gestion des hôpitaux. Après plus de 2 ans de pandémie, un rapport d'enquête du Sénat réclame pour les soignants une reconnaissance financière équitable. La commission demande aussi la poursuite des efforts du Ségur de la santé, notamment en matière de rémunération. Devant les pharmacies et les laboratoires, les files d'attente continuent de s'allonger. Le nombre de dépistages Covid déjà reparti en hausse début mars grimpe encore. Un rebond qui prend des allures de nouvelles vagues. Près de 4 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière, alors que leurs prix, eux, ont été revus à la baisse. Mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que je suis toujours vigilant à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé il y a quelques instants de Ramadan et de pratiques qui pourraient être mises en place. Et je lis beaucoup de réactions pour votre gouverne. Par exemple, me dit une jeune femme, la fête de l'Aïd el-Kébir n'a rien à voir avec le Ramadan. Non, effectivement. Non. Bon, d'abord, ce n'est pas le Ramadan, en particulier des moutons. Je ne sais même pas que c'est en Charente, dans ce coin des Charentes, on élève des moutons. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tous les jours une vingtaine de plaintes qui sont déposées, tous les jours que Dieu fait, et Allah, une vingtaine de plaintes qui sont déposées par des agriculteurs, des exploitants agricoles, qui ont été victimes de vols, de vandalisme, de vols de carburant, de vols de semailles, de vols de troupeaux. C'est ça le Far West. Notamment. Mais il n'y a pas de rapport ni avec le Ramadan ni avec les musulmans. Non, sauf que très clairement, parce qu'il y avait une interprétation qui, sur les réseaux sociaux, je voyais poindre. Il n'y a pas entendu ça. De toute façon, il n'y a personne incriminé. Là, en l'occurrence, c'est un Serbe qui était visiblement le cambrioleur. Oui. Il y a les gens du voyage qui sont systématiquement regardés de travers quand ils traversent ma campagne, je peux vous le dire. Et il n'y a rien de particulier par rapport au Ramadan. Donc les choses sont claires, mais parfois il y a des interprétations qui sont faites sur les réseaux sociaux. Et je fais fort, effectivement, de préciser. Je vous sens sur le qui-vive comme un paysan de Guérande. Non, mais rôder autour de son champ des bandits de croche. Je fais simplement attention d'abord à ne pas choquer les auditeurs et parfois à éclaircir des propos qui auraient peut-être été mal compris. Voilà tout. L'affaire. Nous sommes dans une période susceptible. Oui, l'affaire des cabinets de conseil et qui effectivement infuse là aussi, parce que personne ne comprend que l'État paye des sommes folles pour les APL, par exemple. On a payé un cabinet de conseil qui a rendu un rapport qu'on ne verra jamais, qui a coûté 4 millions d'euros, tout cela pour donner son avis sur le fait de baisser ou non les APL. Bon, il y a une administration, a priori, qui doit être faite pour ça. Emmanuel Macron a répondu. Toute cette polémique est liée, franchement, beaucoup aussi de gens qui ont fait des contre-vérités. Les ministres ont très bien répondu hier.
Quand vous avez, par exemple, vous devez faire des prestations informatiques, vous adaptez à la cybersécurité, ce n'est pas des compétences que vous avez dans l'État. Bon. Il faut les créer. Non, mais est-ce que c'est pertinent forcément de les créer dans la durée? Parce que quand vous embauchez un fonctionnaire, vous l'avez toute la vie. Nous sommes un pays où il y a... Mais non, mais... Il est au service de l'État. Il est au service, mais il faut qu'il ait des compétences dont vous avez besoin dans la durée. Quand vous êtes sur des missions ponctuelles, c'est pas une bonne utilisation de votre argent que de créer un emploi dont je vais payer, dont nous allons payer toute la carrière et la retraite. Et donc, il est tout à fait légitime de se dire, si j'ai besoin d'une mission, mais je prends quelqu'un pour la mission, soit un contractuel, soit un prestataire. Les collectivités locales le font beaucoup, les entreprises le font, il est normal que l'État le fasse. Si vous voulez, ce qui me semblerait pas normal, c'est si l'État français faisait 4 ou 5 fois plus que les voisins. Il se trouve que quand on regarde les voisins, on fait 4 à 5 fois moins. Pourquoi? Parce que précisément, on a plus de fonctionnaires. Du monde. Hein. Non mais tout est faux, vous dites? Bah oui, je dis tout est faux. C'est pas 4. Je vais vous donner 3 chiffres. 1 milliard donc d'euros en 2021 en France de commandes à des cabinets conseils, 2 milliards en Grande-Bretagne, 3 milliards en Allemagne. C'est plus, mais c'est pas 4 ou 5 fois plus. Première chose. Deuxième chose. Il prend l'exemple, le président de la République, candidat de la cybersécurité. OK, on peut imaginer qu'avec le développement de la cybercriminalité, on a besoin d'ultra-techniciens. Mais 1 milliard d'euros, c'est-à-dire une somme multipliée par 3 par rapport à l'année précédente, ça va au-delà du simple cas de la cybersécurité. Et ça pose, à mon avis, des problèmes très importants. Parce que on ne parle pas de la défense, par exemple. Quand on voit qu'on est capable de sous-traiter notre politique publique de la défense à des cabinets conseils, parfois américains, on peut se poser quand même des questions légitimes. Qu'est-ce qui reste de souveraineté nationale sur des questions aussi sensibles? Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. Qu'est la question de la défense nationale? C'est un vrai sujet. Je vais même un peu plus loin. Vous voyez, je vais vous faire réagir, Pascal. C'est que finalement, il y a une certaine cohérence à vouloir supprimer l'ENA et les hauts fonctionnaires. On pense ce qu'on veut des hauts fonctionnaires et de l'ENA. Mais si vous mettez en place un système qui va se substituer à un autre système, c'est-à-dire le recours à des cabinets privés au détriment de notre haute fonction publique, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de cette haute fonction publique. Elisabeth Lévy. J'ajouterai 2 choses et qui vont nourrir évidemment toutes sortes d'interprétations. C'est qu'il y a quand même dans ce cabinet, celui-là en particulier, beaucoup de gens qui sont proches d'Emmanuel Macron. Alors peut-être que c'est une pure coïncidence, mais comme la femme de César, et César lui-même devrait peut-être être irréprochable, ça va nourrir le soupçon. Parce qu'en gros, des amis d'Emmanuel Macron auront profité de son quinquennat pour avoir d'excellents contrats. Et j'ajoute qu'en plus, ce cabinet nous a conseillé notre stratégie vaccinale. Là encore, c'est peut-être tout à fait très bien. Simplement, je constate que cette stratégie n'a pas évolué quand on apprenait que le vaccin était moins efficace que ce qu'on pensait. On a continué à faire du tout vaccinal que les médecins sur ce plateau ont beaucoup contesté. Et la personne qui s'appelait Maël de Calan, qui était un des membres de ce cabinet, tu apprends qu'il y a des liens avec Pfizer. Absolument. Donc évidemment, c'est une boîte à fantasmes après, parce qu'on se demande si clairement... c'est pas Pfizer qui demande de mettre en place une politique vaccinale pour faire du business. Pfizer qui avait déjà profité. Voilà, en gros, je la fais courte. Pfizer qui avait déjà. Je la fais courte. J'ajoute juste une chose. Je la fais courte. Pfizer mais ça infuse, hein. Oui. Ça infuse. Parce qu'en plus, il y a un grand mépris de dire les gens comprennent rien. Ils ont bien tort de penser que les gens comprennent rien. Ils ont compris que les cabinets de conseil, c'est de l'argent que tu donnes et que ça sert pas à grand-chose. Mais toujours pareil, arrogance, mépris, c'est un peu compliqué. Donc c'est conspire. Maintenant, ils traitent de complotistes. Croyez-moi, ils ont très bien compris ce qui se passe avec ces affaires de cabinet de conseil. J'ajoute que se pose également un problème fiscal. Oui. Ces gens-là... Mais ils le savaient. Hein. Oui, ils ne peuvent pas... Moi, j'ai appris que dans le cadre d'un appel d'offres, tu ne peux pas ne pas le savoir. Parce que la société avec laquelle tu signes donne une note fiscale. Exactement. Donc en plus, ils le savaient. En plus, il le savait. Donc cette affaire, c'est les diamants de Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing. C'est cela. Par un hasard cosmique, un contrôle fiscal vient d'être déclenché. C'est quand même un peu étrange. Voilà. Et puis, en réalité, derrière tout ça, parce qu'il y a une chose qui est juste, c'est que de plus en plus d'entreprises ont recours à ces cabinets conseils et de plus en plus d'États. Mais en fait, quand vous voyez, quand tout ça a commencé dans les années 60-70, en fait, on voit que tout doucement, j'ai employé un gros terme, on est en train de substituer une forme de démocratie à une consultocratie. C'est-à-dire que, en fait, tous ces cabinets conseils qui conseillent des États, en fait, vont tous dans la même direction, c'est-à-dire la mise en place de ce dont on souffre quand même aujourd'hui, qui est la mondialisation,
qui est la guerre. mondialisation. La guerre. Le directeur du renseignement militaire, le général Éric Vidot, a été remercié par le chef d'état-major des armées. Une source évoque un manque de maîtrise des sujets sur la guerre en Ukraine, mal anticipé par la France. Alors, Éric Vidot, il était en poste depuis 6 mois, donc il est vraiment limogé. C'est pas long, hein. Maintenant, savoir pourquoi. Ce qui est très déplaisant de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas qui l'a viré. Si c'est le ministre Parly, si c'est l'état-major, si c'est le président. On ne sait pas pourquoi, et la nature même de ces activités, la direction du renseignement militaire fait que ça peut être n'importe quoi et que l'on ignore. Évidemment, tout le monde pense que c'est à cause du manque de clairvoyance sur la guerre qu'allaient déclencher les Russes. Sauf que la DRM, elle n'est pas là pour interpréter ce qui se passe dans le cerveau de Vladimir Poutine. Elle est là pour observer, photographier, analyser les clichés satellites, les interceptions, savoir quels sont les régiments, quels sont les dispositifs. Tout le monde, tous les gens qui travaillaient sur ce dossier ont pensé que les Russes n'iraient pas. Sauf la CIA. N'enfonceraient pas les frontières. Sauf la CIA. N'enfonceraient pas. Pourquoi ? Parce que ça allait leur coûter tellement cher pour un but qui était tellement insaisissable que les gens, rationnellement, que ce soit les diplomates, que ce soit les militaires, tous les experts, on pensait que non. Vincent. Le problème de la DRM, c'est pas elle qui interprète. Moi, je pense que c'est un règlement de compte entre services. Je pense que c'est un règlement de compte entre DGSE, La DRM, c'est Direction du renseignement militaire. Oui, mais... DGSE, c'est la direction de la sécurité extérieure. C'est elle qui est chargée d'interpréter. Au-delà de cette conjecture, qui est peut-être bonne, moi, je constate qu'à part les États-Unis, il n'y a aucun service étranger d'aucun pays du monde, qu'il soit britannique, allemand ou uruguayen. Les Britanniques se sont rangés derrière les Américains, qui avaient à l'évidence une source humaine. Bon, ils ont tellement l'habitude de tirer de sonner le tocsin qu'on ne les a pas vraiment pris au sérieux. Oui, enfin, ils étaient quand si même... vous voulez, on a trouvé un fusible, là, moi je ne connais pas le dessous des cartes, et personne ne le connaît, je répète. C'est très difficile de savoir en fait quelle est la réalité de la faute ou de l'erreur qui a été commise. La manière dont c'est présenté est assez humiliant. Voilà, après l'éviction de Pierre de Villiers, Kremlin. la manière dont sont traités les militaires par Emmanuel Macron pose problème. Pierre de Villiers avait été humilié et mis de côté, et là aujourd'hui c'est le général de Vidot. Général Vidot. On parlait du traitement des anciens généraux. Et permettez-moi, attendez. Poulet Poutine, je rappelle que le chef de l'État est allé à Moscou au Kremlin, il est allé au Kremlin, il l'a rencontré et ensuite il l'a eu au téléphone tous les jours. Vous disiez que les militaires ont été très maltraités et vous donniez l'exemple pertinent de M. de Villiers. Enfin, je me permets de vous rappeler que les militaires que j'ai défendus pour une tribune qui était finalement de sonner le tocsin, qui n'avait strictement rien de séditieux, de factieux, comme on l'a dit, finalement, ça a débouché sur un rappel au règlement. Hein. Rien de plus. Il y a eu une audience, non ? Il y a eu une audience, il y a eu un avis consultatif de la commission militaire que doit encore regarder Mme Parly, mais pour l'instant, on vous a expliqué encore une fois qu'il voulait prendre que c'était des putschistes. Ça a été un rappel au règlement. Ah oui. C'est une façon de... Là, c'est notre histoire, quand même. Là, c'est l'histoire d'un officier supérieur dont, je veux dire, la réputation, la carrière sont jetées comme ça en C'est humiliant, c'est très humiliant. La façon dont il est limogé est vraiment... vraiment. Il n'est pas fusillé, mais ici, il est fusillé. C'est inadmissible. Mettez-vous à sa place. C'est inadmissible. Et ça vient après Pierre de Villiers. Personne ne comprend quelle faute il a commis. Et voilà. Et tout le monde a bien compris qu'on n'avait pas vu venir. Voilà, c'est infusible. Mais il sait bien qu'il n'y a pas beaucoup de militaires qui votent pour lui, en fait. Ils s'en foutent complètement. Avançons. On va parler de l'Ukraine et de ce que dit Zelensky. Avant cela, Gérard Depardieu, proche de Vladimir Poutine, vous le savez, dénonce dans un communiqué transmis à l'AFP les folles dérives inacceptables du président russe. Et c'est un communiqué qui est passé à 20h11, figurez-vous. On l'a torturé. Donc, non, mais on est au... L'acteur français a dénoncé jeudi les folles dérives inacceptables de Vladimir Poutine, annonçant que la totalité des recettes de ses 3 concerts prévus du 1er au 3 avril au Théâtre des Champs-Élysées reviendrait aux victimes ukrainiennes. Gérard Depardieu. Est-ce qu'il n'y a pas des menaces derrière, de perdre ses... Il a donné une extraordinaire interview à un confrère d'une revue qui s'appelle Élément. Élément. Il a donné une extraordinaire interview sur la Russie, sur Poutine, avec un papier qui était
un portrait de lui qui est formidable d'ailleurs. Je vous recommande de lire. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à comprendre quelle était la ligne politique de Gérard Depardieu. Non mais attends, au-delà de sa ligne... Non mais attendez, au-delà de sa ligne politique, il est quand même pas interdit d'avoir eu de l'estime pour quelqu'un il y a 6 mois, et quand il débloque complètement, il agresse un pays, de changer son point de vue. C'est pas la peine de... Personne ne vous dit le contraire. Moi, je trouve que c'est plutôt bien et courageux. Bon, hier, avant-hier plus exactement, vous étiez sur notre plateau, non, hier matin. Et vous disiez les pourparlers, entre guillemets, vous y croyez pas tellement. Je vous ai posé la question, combien de temps ça va durer? Vous avez marqué un temps, d'une manière assez théâtrale, vous avez dit 10 ans. 10 ans. Bon. Et tout ça pour vous dire que vous n'avez pas tout à fait tort, parce que cette réunion qui était mise en scène et c'est pour parler, n'ont abouti pour le moment à rien. Écoutez cette fois ce qu'a dit le président Zelensky, et ensuite je vous fais réagir, qui ne croit pas les Russes. Il y a d'autres paroles sur le soi-disant retrait des troupes de Kiev et Tchernikiv, la soi-disant diminution de l'activité des occupants dans ces régions. Nous savons que ce n'est pas un retrait, mais la conséquence de l'exil, les conséquences du travail de nos défenseurs. Mais dans le même temps, nous voyons l'accumulation de troupes russes pour de nouvelles frappes dans le Donbass. Nous nous préparons à ça. Nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase. Il y a une situation réelle sur le champ de bataille et c'est le plus important. Nous ne céderons rien. Je vous demanderai votre décryptage. Comme vous me direz tout à l'heure, cette info que Poutine serait mal informé, que personne n'oserait lui dire la vérité et qu'il découvre... Il faut lui envoyer le général Vidot. Il découvre les difficultés qu'il rencontre en Ukraine quasiment à la télévision. Mais avant cela, Jeanne Cancard. Et vous venez d'en parler, Pascal. Via un communiqué, Gérard Depardieu dénonce les folles dérives inacceptables de Vladimir Poutine. Le comédien, qui possède les nationalités françaises et russes, a annoncé que la totalité des recettes de ces 3 concerts reviendra aux victimes ukrainiennes. Début mars déjà, Gérard Depardieu avait appelé à arrêter les armes et négocier après avoir pendant plusieurs années vanté les mérites de la Russie. En prison, le nombre de détenus est repassé au-dessus des 70 000 au 1er mars, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis le début de la crise sanitaire il y a 2 ans. Pourtant, les 188 établissements pénitentiaires de France ne comptent que 60 000 places opérationnelles. Pour protéger les enfants, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles publie des pistes. Elle préconise notamment que les victimes puissent avoir accès à des soins spécialisés en psychotrauma et que les médecins aient l'obligation de signaler leurs soupçons. L'Ordre des médecins qui s'est dit défavorable à cette dernière mesure. C'est pour parler donc entamé mardi, on fait flop. C'est un début, mais les ministres se verront dans 10 jours. Le processus de négociation va de pair avec les combats sur le terrain. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a réellement un changement de... On a changé d'époque, on est passé à la phase 2 en quelque sorte. Les Russes sont en train de se barricader, leur artillerie s'enterre derrière des champs de mines, des fortifications, il faut sauter les ponts. Ils restent au nord de Kiev. Et puis, les troupes sont visiblement en train de gagner le Bélarus pour pouvoir rejoindre la région du Donbass. C'est le Donbass l'objectif désormais. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Comment les choses vont se passer à l'avenir? On n'en sait rien. Moi, je veux dire, il y a un truc qui m'a... La nouvelle la plus sensationnelle depuis quelques jours sur l'Ukraine, c'est cette histoire de gaz. C'est le fait que Poutine exige être payé en roubles et donc montre que les sanctions, il s'en moque, et que par ailleurs, on découvre que le gaz continue d'être délivré à travers l'Ukraine. 30% du gaz consommé en Europe passe par les gazoducs ukrainiens. Et il paye l'Ukraine. Et donc, il paye l'Ukraine de 2 manières, en royalty d'une part, et d'autre part, en les laissant se servir et prélever, ce qui permet de chauffer les foyers ukrainiens. Combien de foyers ukrainiens? 12 millions de familles de foyers ukrainiens sont fournis avec ce gaz. Combien de compteurs ont été arrêtés après les destructions? Quand un pâté de maison est visé par les missiles, évidemment, on coupe le gaz. Et d'ailleurs, il y a toujours sur place des ouvriers pour le faire, des employés de la grande entreprise. Combien? 300 000. 300 000 sur 12 millions. Ça fait quoi? Ça fait que 97,5% des foyers ukrainiens ont toujours le gaz.
Qui arrive de Russie. Qui arrive de Russie. Responsif. Qui arrive de Russie. Oui. Et le gaz arrive de Russie. Donc, j'en finis. Les Ukrainiens n'ont pas fermé la vanne. Ils continuent d'être payés par les Russes, ce qui est un cas absolument unique. Et comment vous décodez un parallèle, je n'ai pas trouvé. Et comment vous décodez ça? Et la dernière chose, c'est que le même Zelensky vient en Europe et nous culpabilise, nous incrimine en disant c'est du gaz. Parce que nous, on continue à avoir du gaz russe. Vous sentez le gaz, c'est le gaz de la honte, et vous avez les mains couvertes du sang des Ukrainiens. Et on peut aller plus loin. Ceux qui expliquaient qu'il fallait fermer les boîtes françaises en Russie parce que indirectement on participait à l'effort russe pour massacrer des Ukrainiens. Personne ne dit que quand l'Ukraine touche des royalties, comme vient de le rappeler Vincent Hervouette, c'est une façon aussi pour l'Ukraine de s'armer et de continuer son effort de guerre. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est kafkaïen. Non, c'est juste que c'est du business, c'est du business. C'est compliqué. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser cette histoire en disant mais voilà. c'est quoi votre explication, Mais votre non, analyse? L'explication, elle est simple. Quelle analyse vous voulez? Mais non, mais comment vous l'expliquez? Mais Pascal, ils ont besoin de vendre leur gaz. Les uns des autres. Et nous, on a besoin de gaz. Cousins. Ils ont C'est besoin. une querelle, vraiment. C'est une querelle. Ils se sont pris à la gorge. Ils se sont. C'est une affaire de famille. Non, mais c'est pas que ça. C'est que pour l'instant, M. Bonnet. Poutine a besoin de vendre son gaz. Et pour vendre son gaz, il faut que ça passe par l'Ukraine. Et les Européens, notamment les Allemands, ils ont besoin du gaz. Donc, Les Allemands, on peut comprendre. Oui, oui, d'accord. Oui, mais bon. Les Ukrainiens aussi. Donc c'est bien gentil. En fait. Sauf qu'ils sont en guerre. Donc c'est une guerre, mais elle reste quand même. C'est une guerre 10 secondes. mouchetée. 10 secondes. Poutine qui ne serait pas informé de ce qui se passe. Info ou intox? On n'oserait pas lui dire parce que c'est tellement. Non, mais c'est le On n'a pas fantasme. osé me le dire non plus. J'en sais rien. Pardon? Pas vous répondre. Moi, je crois que c'est le fantasme de Hitler dans son bunker. C'est la diabolisation. Et les généraux n'osent pas lui dire. J'y crois pas du tout. Pas du tout. Diabolisation. C'est comme à Voilà, Pascal, c'est ça. vous n'osez pas. En même temps, un général russe qui expliquerait à Poutine que l'armée russe est en échec, il passerait un sale quart d'heure, je pense. Arrête-t-il qu'avec son Il y en a ministre de la pas de moment. Défense, Ah son oui, le ministre de la ministre, Défense, là. on le voit plus, ils étaient pas Revient, mis oui, ensemble, exactement, ils faisaient des vacances. exactement. Là, on ne le voit plus. Non. Non, il est ressorti, là. Il est ressorti. Écoutez, il y a une on va évidence, dire, il y a une évidence, c'est que cette Oui. opération militaire ne se passait pas passée très bien. Oui. C'est pas une conquête, c'est pas une promenade de santé. Donc ça se passe mal. Il y a des milliers de types au tapis et C'est fini. il y a beaucoup de blindés qui sont Comment à la c'est- ferraille. Ça veut dire quoi, Donc c'est fini évidemment, c'est douloureux et en plus le coût est surélevé. C'est terminé. D'où le Comment c'est scepticisme C'est pas fini. C'est terminé. des uns et des autres. Il est 20h50. Demain, c'est le 1er avril. Bon, c'est intéressant. Ce n'est pas aujourd'hui. Non. Si vous avez des blagues à faire, ce sera le moment. Vous êtes très en avance, mon cher. Merci à Dominique Raymond qui était à la vision. Merci à Arnold Cara qui était à la réalisation. Merci à Raphaël Lissac qui était au son. Benjamin No, Antoine Saint-Jean et Corentin Brieux étaient avec nous. Tout de suite, l'heure des livres présentés par Anne Fulda qui reçoit Blanche Le Ridon et son livre Odyssée ordinaire, le matin, mode d'emploi. Joli titre. À demain.